Non. Ah si. Bien, je crois que dans la mesure où nous on a demandé de respecter de façon extrêmement précise les horaires qui nous sont impartis, donc on va commencer tout de suite. Et donc, nous présentons un panel sur l'histoire d'Alexandrie. Et comme vous le savez sans doute, dans le cas de l'Égypte, les recherches en histoire urbaine sont longtemps restées concentrées sur l'ensemble constitué par Phosphates et Le Caire. Rien d'étonnant à cela d'ailleurs, puisqu'il s'agit de très grandes métropoles, de capitales d'empires, fatimides, ayyoubides et mamelouks successivement, pour lesquelles, en outre, on dispose de sources historiques, archivistiques et archéologiques abondantes. À l'opposé, pour les mêmes époques islamiques, Alexandrie a longtemps suscité qu'un intérêt extrêmement limité de la part des chercheurs. Elle n'apparaissait que comme une ville secondaire, caractérisée en outre par une grande maigreur des sources. Au cours des 20 dernières années, la situation a radicalement changé. À présent, Alexandrie intéresse les historiens, à la fois en tant que ville égyptienne, mais aussi et surtout en tant que cité portuaire méditerranéenne. Il y a 25 ans, Jean-Yves Empereur, archéologue spécialisé dans l'Antiquité grecque, créé le CE-Alex, c'est-à-dire le Centre d'études alexandrines, avec l'ambition de lancer des recherches sur toute l'histoire de la ville, depuis Alexandre jusqu'à nos jours. Aussi, une partie au moins des recherches qui vous seront présentées aujourd'hui dans ce panel ont-elles bénéficié de l'appui direct du CE-Alex. Par ailleurs, à la demande du comité organisateur, le panel a été constitué pour présenter la ville dans la très longue durée. Vous aurez donc 5 interventions traitant d'aspects de la ville, depuis le haut Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Elles seront limitées à 15 minutes et seront suivies d'un débat d'un quart d'heure à la fin des exposés. Donc, sans tarder, je vais introduire le premier intervenant, Christophe Picard, qui est professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'est un spécialiste d'histoire maritime du monde musulman et plus particulièrement de la Méditerranée et de la façade atlantique. Il est l'auteur notamment de La Méditerranée au Moyen-Âge, Les hommes et la mer, paru en 2014, et d'un ouvrage paru cette année même, La mer des califes, une histoire de la Méditerranée musulmane. Il va évoquer Alexandrie au Moyen-Âge comme point de contact essentiel, d'abord entre monde latin, byzantin et musulman, puis entre Occident et monde arabe. Je lui cède tout de suite la parole. Je vous remercie. Alors effectivement, je vais commencer par ce qui peut apparaître comme un paradoxe, c'est-à-dire le moment où Alexandrie est considérée comme une ville, bien entendu, après la conquête arabe, mais n'est plus considérée comme un port qui aurait été en quelque sorte abandonné par les Arabes une fois la conquête terminée. D'une façon plus large, Alexandrie serait en quelque sorte victime, comme les autres ports de la Méditerranée antique, serait victime d'un vide commercial et plus largement maritime de la Méditerranée, donc du fait des conquêtes arabes qui auraient détruit en quelque sorte et en particulier les rives de la Méditerranée, et d'autre part l'autre aspect qui est celui d'une mésentente entre les Arabes et la Méditerranée. Or, comme cela a été dit à l'instant, pour la période du 8e siècle en particulier, nous possédons désormais des documents
de première main, puisqu'il s'agit de documents sur papyrus de l'administration musulmane, mais également la littérature, si on peut l'appeler ainsi, la littérature de la période des califes de Bagdad et dans laquelle l'Égypte joue une place extrêmement importante. Donc, à partir de ces sources, on peut revenir sur l'idée que Alexandrie n'aurait plus été un port à partir de la période musulmane. On peut d'abord partir du cadre qui est celui donc de la conquête, avec l'évocation, si vous voulez, d'une rupture entre Alexandrie et la mer avant que les Latins ne s'approprient la route vers l'Égypte. C'est-à-dire que finalement, l'accumulation de sources arabes, des papyrus, mais aussi d'ouvrages comme l'Histoire des patriarches d'Alexandrie, permet de montrer au contraire que Alexandrie est restée ou redevenue, après la conquête donc, de 646, qui est la conquête définitive de la ville, est redevenue un port. A priori, là, il nous manque des moyens, mais a priori, en fait, le port est resté en activité dès que les Arabes s'en sont emparés. En effet, dès la conquête, le calife Oumar, 634-644, confie aux Coptes, très expérimentés, la construction d'une flotte en Égypte. Dès lors, dans le cadre des conquêtes arabes, Alexandrie redevient le port le plus important de l'Égypte, mais aussi de l'Empire omeyyade. C'est de là que partent les escadres vers la Tunisie en particulier, ou l'Ifriqiya, en 692, juste après la destruction de Carthage et la fondation de Tunis. Mais surtout, ces escadres participent aux deux, et sont à l'origine des deux grandes expéditions menées contre Constantinople, d'abord dans les années 670-680 et en 717-718. Et bien sûr, ces deux attaques, ces deux assauts ont bénéficié et ont nécessité la mobilisation la plus importante des escadres méditerranéennes sous le califat omeyyade de Damas, et escadres qui sont parties donc de la ville d'Alexandrie. La découverte dans un ouvrage d'Al-Kindi, qui est un lettré égyptien du Xe siècle, une découverte donc de la liste complète des amiraux de la flotte omeyyade en Méditerranée, basée à Alexandrie, confirme le rôle de la cité comme le plus important de l'empire musulman, je pèse mes mots, en Méditerranée. Dans le même temps, et plusieurs documents, outre l'histoire des patriarches d'Alexandrie, les papyrus, font apparaître Alexandrie et son arrière-pays comme une région très active. On le sait en particulier par des papyrus qui évoquent les activités nautiques dans le delta en relation avec avec Alexandrie, et en particulier le drainage des produits agricoles vers la ville. L'espace portuaire utilisé est désormais concentré, si je puis dire, seulement près de la zone du phare, mais malheureusement, on n'a aucune indication qui permettrait de reconstituer le port à cette époque. La période abbasside, à partir de 749, est en quelque sorte considérée comme la période la plus noire du port et des activités d'Alexandrie,
Mais finalement, là aussi, l'interprétation des rares sources que l'on a nous ramène en fait à une vision quelque peu différente. Deux aspects très rapidement. La première, c'est l'idée que l'on est dans une phase de piraterie musulmane, comme on le dit souvent, terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais en fait qui sont des marins et en particulier des Andalous, qui ont fait un périple chassé d'Al-Andalus pour des raisons obscures, qui font un périple qui les amène finalement à Alexandrie en pleine effervescence. Et effectivement, Alexandrie, au début du IXe siècle, connaît de grandes difficultés. Mais en même temps, le gouverneur abbasside embauche ces marins avec d'autres qui sont, eux, égyptiens, et de 821 à 827, ils attaquent et finalement, en 827, s'emparent de la Crète après avoir lancé plusieurs attaques, bien sûr, maritimes. Tout cela pour dire, en fait, que d'un vide de la mer à Alexandrie, on passe, grâce à ces informations de pseudo-piraterie, en fait, ce sont des attaques commanditées par le calife, eh bien, on arrive à un cadre qui est celui donc d'une organisation d'un État où Alexandrie joue un rôle important. Finalement, un troisième élément peut être mis en avant, qui est celui donc de l'essor d'Alexandrie. À l'époque, toujours au IXe siècle, surtout au IXe siècle, avec l'arrivée de plus en plus importante de Maghrébins, en particulier en transit pour aller à la Mecque, et où l'on voit apparaître une catégorie de personnes qui vont jouer un rôle extrêmement important tout au long de la période médiévale à Alexandrie, qui sont des juristes et des hommes pieux, c'est ainsi qu'on les appelle, mais aussi personnages savants qui s'installent justement à Alexandrie du fait de ce passage des pèlerins qui se rendent. Alors, ils longent la côte africaine, hein, ce n'est pas encore un voyage maritime qui mène la plupart de ces pèlerins vers la Mecque. Mais ils s'arrêtent à Alexandrie, et Alexandrie donc devient le lieu d'une école juridique et aussi de l'établissement de pieux savants, comme l'on pourrait dire, qui viennent à l'époque de la navigation, c'est-à-dire à la saison donc de la navigation, non seulement enseigner, mais également jouer le rôle de ceux qu'on appellera plus tard les mourabitoun, c'est-à-dire des hommes pieux qui scrutent l'horizon marin pour voir arriver l'ennemi et qui participent donc à la défense de la cité si nécessaire. C'est tellement vrai que le saint de la ville, Al-Hurmuz al-Harraj, qui meurt en 736, eh bien, est devenu la figure de proue de ces personnages qui vont donner une aura extraordinaire à la ville d'Alexandrie. Ainsi, on s'aperçoit, et ce malgré un déclin maritime incontestable au IXe siècle, que Alexandrie reste une ville majeure de la côte égyptienne, attire lettrés et pèlerins, et reste de cette manière, d'une manière autre si l'on veut, tournée vers la mer, même si ce fut pour la guerre. Par conséquent, on peut estimer qu'au contraire, il y a bien sûr eu des crises, et des crises graves au IXe siècle, mais on peut estimer au contraire que la ville d'Alexandrie joue un rôle éminent durant ces périodes que l'on a pensé être sombres, et en particulier par rapport et grâce à la mer. Finalement, et
j'en arrive à la conclusion, ça va, je suis dans les temps. Finalement, c'est en 840, c'est en tout cas la date que l'on a, que des Vénitiens viennent donc à Alexandrie, et c'est l'épisode, alors plus ou moins, enfin plutôt moins que plus connu, de la translation des reliques de Saint-Marc, qui nous permet de le savoir. Mais finalement, cela montre que donc, dans la période du IXe siècle déjà, les Italiens, les Vénitiens, qui sont plutôt en fait amalfitains et autres, des sujets du Basileus, de Constantinople, eh bien, s'intéressent tout simplement parce que c'est une ville active, s'intéressent à Alexandrie. Et finalement, le dernier acte, si je puis dire, de cette évolution d'une époque dite obscure, c'est celle que les Fatimides, en quelque sorte, font apparaître lorsqu'ils s'installent donc dans les années 970 en Égypte, après l'avoir conquise. Eh bien, aussitôt, ils font du Caire, enfin Foustat, puis le Caire, ils font de la capitale le lieu principal de tout ce qui concerne la marine musulmane, mais en même temps, ils font ou ils redonnent, si vous voulez, à Alexandrie sa place de port qui reçoit les navires latins et où sont construits, aménagés, arsenaux ou réaménagés, on ne sait pas, peut-être il en existait un auparavant, la douane ou le diwan, comme l'on veut, qui attire les latins et, vous le savez, en particulier pour l'or et l'alun, qui permet donc un premier essor de la ville, non pas parce que les latins y sont venus, mais parce que les latins ont trouvé, ou retrouvé, si l'on peut dire, s'ils ont la mémoire longue, ont retrouvé en Alexandrie une place maritime et commerciale de premier plan. Par conséquent, on peut considérer que cette période dite obscure, j'espère, le sera de moins en moins avec les fouilles et avec découverte d'autres papyrus et d'autres documents. Je vous remercie. Je remercie beaucoup Christophe Picard pour avoir apporté ces éclairages tout à fait nouveaux sur ces périodes qu'on pensait jusqu'à présent si obscures. Et je passe tout de suite la parole à Doris Berens Abouseif, qui est une éminente spécialiste de l'histoire de l'art du monde musulman et plus particulièrement de l'époque mamelouk, 13e et début du XVIe siècle. Elle est actuellement professeure émérite à la SOAS à Londres, au département d'histoire de l'art et d'archéologie. Et elle a enseigné successivement au Caire et en Allemagne et aux États-Unis. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont Cairo of the Mamluks, History of Architecture and its Culture, paru en 2007, et plus récemment d'un ouvrage sur The Minarets of Cairo, 2010. Alors, elle va nous parler, on va sauter un peu des siècles, et on va passer au XIIe, XIIIe siècle, et Doris Abouseif va nous parler notamment de Saladin. Merci Michel. Le point de départ de ma communication, est-ce que ça fonctionne ? Oui. De cette communication est un document de fondation pieuse Waqf au nom de Salah ad-Din à Alexandrie, auquel Michel Tucherer a attiré mon attention et qui a été... ça ne fonctionne pas. C'est celui-là qui marche. Ah bon, c'était l'autre, je m'excuse. Ça m'a pris une minute, ça. Bon.
Donc, c'est un document de work de fondation pieuse auquel Michel Tucherer avait attiré mon attention et qu'on a trouvé dans les archives ottomanes d'Alexandrie et qui a été récemment publié par Nasser Ibrahim. Ce document, c'est le point de départ de ma communication. Mais alors que cet article s'est occupé surtout de l'histoire de cette fondation pieuse à l'époque ottomane, moi, je vais me concentrer sur le contexte de Salah ad-Din, le fondateur de ce waqf, dans le contexte d'Alexandrie. Et en effet, c'est en travaillant sur l'histoire de l'architecture et de la topographie d'Alexandrie que je suis tombée un peu sur l'importance de Salah ad-Din pour Alexandrie. Mais avant ça, quelques notes topographiques. Amr ibn al-As approche Alexandrie du côté occidental après avoir assailli la forteresse principale qui lui donne accès à la ville. Cette forteresse sera désormais le centre du pouvoir politique pendant toute l'histoire médiévale d'Alexandrie. Et il établit une mosquée quelque part dans le quartier occidental de la ville. De même que sa mosquée à Fustat, cela n'était probablement qu'un simple oratoire plutôt qu'un véritable projet architectural. La localisation du centre de gouvernement dans la partie ouest de la ville est bien justifiée, car c'est là que débouche l'ancien canal qui relie la ville avec le Nil et avec Fustat, et qui aussi sert au ravitaillement d'Alexandrie en eau douce et aussi au transport entre le port et la capitale. Mais cependant, les travaux de nettoyage du canal n'ont pas lieu de manière régulière, c'est seulement sous les sultans importants et ceux qui s'intéressent à Alexandrie que cela a lieu. Alexandrie médiévale a longtemps gardé les vestiges de son passé classique. Dans son architecture et dans sa topographie. Encore au XVe siècle, on reconnaissait le plan orthogonal grec, la voie canopique avec sa colonnade reliée aux 4 portes principales et aux 2 ports de la ville maintient non seulement son tracé, mais aussi sa fonction de centre de commerce. C'était... bon. Voilà, ça c'est pour la topographie. Et ensuite... parlant des fortifications, c'est une ville, pour des raisons statistiques bien évidentes, c'est une ville qui a eu toujours des fortifications très importantes, c'est-à-dire probablement être aussi importantes que celles des Fatimides aujourd'hui au Caire, et qui en sont régulièrement restaurées et mises en état par tous les souverains d'Égypte, d'abord contre les Byzantins, ensuite plus tard contre les attaques des croisés. Donc la ville est entourée d'une forte muraille. Et toutes les descriptions de l'Égypte qu'on voit dans la description de l'Égypte, les descriptions d'Alexandrie avant le XIXe siècle, montrent surtout ce caractère de forteresse très important. Aussi, on décrit la ville comme une ville à 2 étages ou à 2 niveaux, car c'est ça à cause de ces citernes souterraines qui ont été construites commencées à l'époque ptolémaïque et qui continuent d'être restaurées, d'être maintenues, et au Caire on fait des rajouts aussi jusqu'à la fin de l'époque ottomane. Le port, bien sûr, une des merveilles du monde ancien, le phare d'Alexandrie. Il est réemployé, il continue d'être restauré à toutes les époques musulmanes, à toutes les époques jusqu'à la moitié du XIVe siècle. Et c'est surtout sur les Fatimides, à la fin de l'époque fatimide, qu'on lui redonne presque sa gloire originale, qu'il est complètement restauré avec ses 3 étages. Et un siècle plus tard, Zahir Baybas lui consacre une dernière restauration qui servira à sauvegarder uniquement ce qui reste de la tour rectangulaire, alors que les 2 étages supérieurs qui existaient encore ou qui étaient restaurés encore à la fin de l'époque fatimide s'étaient effondrés. Et un demi-siècle plus tard, le phare s'effondre définitivement et il sera remplacé au XVe siècle par la forteresse
du sultan Qaïd Bey. Bien que l'ascendance de la nouvelle capitale Fustat est assez rapidement éclipsée à Alexandrie, Amr aurait voulu, on nous dit, garder Alexandrie comme sa capitale, mais par ordre du calife à la Médine, il a dû quand même se décider pour Fustat. Mais la ville est assez rapidement éclipsée par rapport à l'importance du Caire dans l'histoire de l'Égypte, mais elle maintient un certain dynamisme, comme on l'a montré, sur le plan économique et artisanal jusqu'à la moitié du XIVe siècle. À l'époque fatimide, elle est un centre de l'industrie textile, notamment de la manufacture royale d'Ar Tiraz. Son port est fréquenté par les navires européens qui mouillent pour transporter les épices d'Orient. Alexandrie est aussi une étape, comme on l'a montré, sur la route des pèlerins andalous et maghrébins vers la Mecque. Sa population continue de comprendre un nombre important de maghrébins, et comme au Maghreb, c'est le rite malékite qui est pratiqué à Alexandrie, alors que le reste de la population égyptienne est en majorité chafaïte. En effet, déjà à la fin de l'époque fatimide, il y a une madrasa malékite, avant même Salah ad-Din, qui est dédiée au cheikh Abu Tahir ibn Auf, qui lui-même est un malékite et un soufi, et qui lui-même était d'origine probablement maghrébine. Et j'en parlerai de nouveau. C'est un fait remarquable que la mémoire culturelle d'Alexandrie n'ait pas gardé un souvenir, ou n'ait gardé pratiquement aucun souvenir, de la mosquée de Amr, qui était pourtant le premier oratoire musulman sur le sol égyptien. Son histoire et son site exact ne sont pas connus. À un moment donné, cette mosquée est remplacée par un autre bâtiment qu'on appelle la mosquée occidentale, Al-Jami' al-Gharbi, j'en parlerai plus tard. À un autre moment, non précisé, une seconde mosquée de vendredi était devenue nécessaire dans le centre commercial au long de la voie canopique. Et c'est au cœur de la ville, c'était ça, le cœur de la ville, c'est ça que passaient les processions des chrétiens, encore à l'époque fatimide, et plus tard les processions des Mamelouks, le centre de la ville. Cette deuxième mosquée est connue sous le nom de Jami' al-Attarin, ou mosquée des épiciers, à cause de son emplacement. Elle fut restaurée à plusieurs reprises et la dernière restauration était au début du XXe siècle. Donc, on sait qu'à partir du début du XIe siècle, la ville avait deux mosquées de vendredi. La mosquée occidentale, qui était la plus ancienne et la plus vénérée des deux. Et l'historien Nouairi, qui écrit au début du XIVe siècle, nous rapporte que Salah ad-Din avait agrandi cette mosquée. Cependant, aucun auteur ne l'identifie avec la fondation de Amr. Qui donc a fondé cette mosquée, qui, d'après Nouairi, était bâtie sur le site d'un ancien monastère? Maqriz nous dit que le calife al-Hakim fatimide, au début du XIe siècle, avait détruit la mosquée de Amr et qu'il avait construit une mosquée à Alexandrie. Mais on ne sait pas où. Est-ce que cette mosquée était l'origine de la mosquée occidentale ou est-ce qu'elle était l'origine de la mosquée à Attarin? Ça, c'est une grande question. C'est une toute petite notice très brève qui ne dit pas beaucoup. Salah ad-Din suivait le mazhab shafi'ite qui n'admet qu'une seule mosquée de vendredi par agglomération urbaine. Au Caire, il abolit la khutba dans la mosquée du Azhar et il la remplace par la khutba dans la mosquée Al-Hakim qui était plus grande et qui est assez grande pour servir toute la ville. À Alexandrie, il annule la khutba dans la mosquée à Attarin et il l'autorise uniquement dans la mosquée occidentale qu'il agrandit à cette occasion. Et on peut se demander même si lui n'était pas le fondateur de cette mosquée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Salah ad-Din nomme comme nazir et imam de cette mosquée le cheikh soufi et malékite dont j'ai déjà parlé, Abu Tahir ibn Auf, qui était déjà connu et célèbre à Alexandrie, à être succédé dans ses fonctions par ses descendants. Il avait rencontré le cheikh qui jouissait d'une grande influence dans la ville à plusieurs reprises au cours de ses visites à Alexandrie et il lui témoignait une profonde vénération. Au cours d'une de ses visites, au mois de Ramadan, il assiste aux cours donnés par le cheikh sur le Muwatta d'Ibn Malik, le fondateur du rite malékite.
Il s'agit donc d'un bâtiment très vaste, comme on voit ici, puisqu'il devait désormais servir à la ville entière. Au temps de l'expédition française, la mosquée est assez déjà délabrée, mais comme on nous montre un dessin de Louis-François Casas juste avant l'expédition française, c'était un bâtiment très important. Mais ce sont les troupes françaises qui la démolissent pour des raisons, nous dit-on, militaires. Alors que les savants de la description de l'Égypte sont très impressionnés par ces superbes colonnes antiques, et ils pensaient que s'agissait là d'un monument antique réemployé et adapté comme mosquée. Donc, ils en relèvent le plan et l'élévation, juste avant qu'elle ne soit détruite. Oui. À mon avis, les dimensions monumentales suggèrent fortement que c'est peut-être Salah ad-Din qui avait construit cette mosquée. Aucun monarque musulman n'a montré autant d'intérêt que Salah ad-Din pour Alexandrie, à l'époque médiévale, à part peut-être Az-Zahir Baybars. C'est à Alexandrie que la carrière de Salah ad-Din avait pris son essor au cours du siège de la ville par leur Amaury, allié du vizir Fatimide Shawar, et qu'il appelle à son secours. Enfin, il appelle les musulmans. Au cours de ce siège, le cheikh Ibn Auf avait participé à la résistance populaire. Il avait occupé le phare. Lui-même, Salah ad-Din, avoué qu'il n'oublierait jamais ce qu'il avait enduré à Alexandrie. Et au cours de sa visite, de sa carrière, il visite la ville 4 fois, il inspecte le chantier naval, il restaure et modernise les installations militaires et la flotte. Il introduit des réformes fiscales, il restaure le canal dont il déplace l'embouchure pour des raisons évidemment stratégiques. Et surtout, il rencontre les personnages religieux et il s'occupe de la ville, des fondations religieuses. Et en ça, il suit l'exemple de son maître, Noureddin Ibn Zenki, en Syrie, à la suite de la reconquête des territoires musulmans des croisés. Alexandrie installe son frère Turanshah, qui était le conquéreur du Yémen, comme gouverneur d'Alexandrie. Il lui donne la ville comme hectare. Turanshah meurt à Alexandrie et il est enseveli là. Et on nous dit aussi qu'il était enseveli. Ensuite, il sera déplacé et transporté en Syrie. Salah ad-Din construit une madrasa près du tombeau de son frère, probablement dans le quartier occidental, non loin de la mosquée, et un hospice pour les Maghrébins et un hôpital. C'est ça, c'est ce que Ibn Joubain nous dit. Donc, il suit le modèle des Zengides en Syrie avant cela. Un point important dans le programme politique de Salah ad-Din est son contact avec les fuqaha de la ville, et parmi lesquels se trouvaient de nombreux émigrés andalous et maghrébins. Et ces fondations, donc, toutes ces fondations pieuses avaient but de marquer la chute du régime chiite ismaélien des Fatimides et de restaurer le sunnisme en même temps que de consolider les structures politiques face à la menace des croisés. Donc, la philanthropie joue un rôle important et surtout, elle est basée sur le système des waqf. Un système de waqf qui ne se limite pas seulement aux fondations directement pieuses, mais aussi à des fondations militaires pour la première fois, comme Ibn Zenki avait déjà fait en Syrie. Et aussi, il crée un système de waqf qui, au bénéfice de certains personnages qui reçoivent des salaires, et c'est le waqf dont je parlais tout à l'heure, c'est un waqf au bénéfice des fuqaha, des savants de la ville d'Alexandrie, et qui reçoivent des salaires. Il avait fait en même temps un waqf pareil, je suis presque prête, aussi à Madine, au bénéfice des ashraf, des descendants de Hassan et Hussein. Donc, ce système de rémunérer des personnages à base de waqf est déjà, il le pratique sur une grande base. Et ce qui est intéressant, c'est ma dernière remarque, c'est que le nazir de ce waqf qui a été publié est de nouveau le cheikh Abu Tahir Ibn Auf, qui vraiment joue un rôle très important dans toute la vision de Salah ad-Din pour Alexandrie et son support pour le rite malékite, qui est le rite pratiqué dans cette ville. Merci.
Bien, je remercie beaucoup Doris Aboussé, d'abord pour cet exposé extrêmement passionnant, notamment sur Saladin et son influence qu'il a eue sur la ville d'Alexandrie, et également pour avoir tenu les délais qui sont extrêmement serrés pour notre panel. Donc, je passe à la période suivante et je vais me donner la parole à moi-même. Et pour commencer, je vais me présenter. Mon nom, c'est Michel Tucherer. Je suis actuellement professeur émérite à l'université d'Aix-Marseille. Et je travaille sur Alexandrie notamment. Et tout récemment, j'ai publié avec d'autres collègues dans une revue que nous venons de lancer, Alexandrie ottomane, qui est publiée par le Centre d'études alexandrines. Nous avons publié un certain nombre de documents importants sur la période ottomane. Alors, ah non, non, là vous vous êtes trompé, il faut l'exposé précédent, Alexandrie ottomane. C'est la première image, c'est avec deux images de la ville d'Alexandrie. Voilà, c'est bon. Bien, je vais essayer de me tourner parce que sinon ça va être très difficile. Tu pourrais me passer. Et comment est-ce qu'on fait pour D'accord. Oui. Alors, je vais vous parler d'Alexandrie à l'époque ottomane et plus précisément au XVIe siècle. Et j'ai intitulé mon exposé « Une ville en mouvement ». Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Alors, vous avez là deux images d'Alexandrie qui sont d'un Piri Reis, qui est un marin, un célèbre marin ottoman qui a vécu à la fin du XVe, début XVIe siècle, et qui est l'auteur d'un portulan dont il a donné deux versions, une première en 1521 et une seconde en 1526. Et ces deux portulans ont par la suite connu un certain nombre de copies au XVIe et XVIIe siècle. Alors, si le texte même du portulan n'a guère subi de variantes, par contre, les images qui y figurent sont extrêmement variables d'une copie à l'autre. Et vous avez là, à gauche, donc une représentation d'Alexandrie dans un manuscrit qui se trouve à Istanbul et à Hagia Sophia. Qui est peut-être de 1526, et à droite, vous avez la même ville d'Alexandrie dans le même ouvrage, mais tiré d'un manuscrit du XVIIe siècle. Alors, ce qui est intéressant, il y a évidemment des différences importantes. On reconnaît très facilement la ville cernée de murailles dont vient de parler ma collègue Doris. Et l'intérieur de cette ville n'est pas entièrement occupé n'est pas entièrement urbanisé au XVIe siècle, mais c'était probablement le fait aussi tout au long de l'époque médiévale. Ce qui est remarquable, c'est la presqu'île. Vous avez, je vais essayer de prendre la flèche. Vous avez ici, à l'emplacement du phare, la forteresse construite en 1481 par un des derniers sultans mamelouks, Qaïd Bey. Et on la retrouve également ici. De même que là, donc à l'autre extrémité du port oriental, vous avez une forteresse qui est du XIVe siècle, qui est aussi d'époque mamelouk. Ici, vous avez la presqu'île, et c'est celle-là qui va nous intéresser plus particulièrement. Alors, sur cette représentation, elle est à peu près vide d'habitation. On voit simplement quelques constructions, alors que là, donc, cette presqu'île est largement urbanisée. Alors,
On ne va pas se poser la question aujourd'hui de l'historicité de ces représentations. Par contre, ce qui est important, c'est qu'elles mettent en relief un fait majeur qui est survenu à Alexandrie avec les Ottomans, c'est l'urbanisation de cette presqu'île, donc la sortie de la ville de sa partie intramuros, le glissement vers la mer, et ceci s'est fait au XVIe et s'est poursuivi au siècle suivant. Pardon. Vous avez ici une autre représentation d'Alexandrie, c'est un relevé effectué par les ingénieurs cartographes de l'expédition d'Égypte de 1798. Et vous reconnaissez là la ville intramuros. J'ai cerclé de bleu les zones qui étaient encore urbanisées à l'intérieur. Et vous voyez que l'essentiel est vide, abandonné, ou occupé par des jardins qu'on aperçoit. Par contre, à la fin du XVIIIe siècle, la ville avait entièrement glissé sur la presqu'île qui, à ce moment-là, à la fin du XVIIIe siècle, est très largement urbanisée. Alors, la carte, le relevé fait par les savants de l'expédition existe également pour le Caire, et dans le cas du Caire, c'est une des sources majeures pour l'étude de la ville, non seulement à la fin du XVIIIe siècle, mais les historiens l'utilisent aussi pour faire de l'histoire régressive, y compris jusqu'au début de l'époque mamelouk. Donc, le relevé de 1798 pour le Caire est un document majeur pour la connaissance de la ville. Nous avons aussi un relevé de la même époque pour Alexandrie. Malheureusement, les savants de l'expédition nous ont donné un document sans annotation, les toponymes n'y figurent pas. Donc, pour les historiens qui s'intéressent à l'histoire ottomane d'Alexandrie, c'est évidemment un handicap considérable. Et heureusement, nous avons d'autres sources, des sources écrites qui sont extrêmement nombreuses et qui se trouvent essentiellement, qui ont été produits à partir du début du XVIe siècle par l'institution du Cadi à Alexandrie, et les Ottomans avaient imposé au Cadi, dans l'ensemble de leur empire, d'enregistrer les actes qu'ils produisaient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les historiens disposent d'une source considérable de documents sur l'histoire d'Alexandrie. Malheureusement, tous ces documents n'ont pas été conservés. Ils le sont, dans le cas d'Alexandrie, à partir de 1550. Or, les Ottomans sont arrivés à Alexandrie en 1517. Ils ont imposé l'enregistrement des actes aux alentours de 1521-1522. Donc, les 30 premières années, en fait, manquent. Et pour les années ultérieures, à partir de 1550, nous avons actuellement aux Archives nationales au Caire quelques 250 registres qui vont jusqu'au début du XXe siècle. Et il faut savoir que dans chacun des registres, il y a entre 1000 et 1500 documents, ce qui fait au bas mot entre 300 et 400 000 documents. Donc on a là une somme considérable d'informations, mais c'est tellement immense qu'il faut évidemment y aller. Il est impossible de les lire tous. Donc, avec l'appui du Centre d'études alexandrines, à partir de 2002, nous avons lancé, avec des collègues égyptiens, nous avons lancé un programme d'études sérielles de ces registres, et nous avons dépouillé à peu près
12 000 documents que nous avons insérés dans une base de données dont nous débutons actuellement l'exploitation. Alors, tout à l'heure, je disais que le relevé établi par les savants de l'expédition, malheureusement, est difficilement utilisable pour le XVIe siècle dans le cas d'Alexandrie, puisque nous avons l'état de la ville au XVIIIe. Or, au XVIe siècle, la ville était probablement assez différente. Nous disposons d'un autre document, un relevé fait par un Français, un certain Gravier d'Ortières, qui en 1685 avait été envoyé par Louis XIV pour faire une vaste enquête dans les ports de l'Empire ottoman. Il est aussi passé par Alexandrie et il nous a laissé un relevé, évidemment beaucoup moins précis que celui de la description de l'Égypte, mais pour moi qui suis notamment intéressé par Alexandrie au XVIe siècle, qui est fort utile et qui est plus proche de la période qui m'intéresse. Alors, vous avez donc ici une représentation, un relevé d'Alexandrie en 1685. Revenons en arrière, les Ottomans sont arrivés en Égypte en 1517. Ils ont conquis le pays entre janvier et avril de l'année 1517. Cette conquête a totalement modifié la situation d'Alexandrie et je pense qu'il est très utile d'avoir en tête les changements intervenus à ce moment-là. Les Ottomans, qui viennent de conquérir l'Égypte, ont besoin d'assurer la sécurité de la voie maritime liant Istanbul à Alexandrie. C'est une priorité absolue et pour cela, Alexandrie va être extrêmement utile et servir de base pour leur flotte qui va s'implanter dans la ville. Donc cela veut dire le développement d'un arsenal, et cet arsenal va s'implanter pratiquement à l'extrémité de la presqu'île. Les Ottomans font donc d'Alexandrie d'abord une base militaire pour leur flotte, ce qui veut dire fortifier ou développer les fortifications. Ils vont s'appuyer sur celles laissées par les Mamelouks, la forteresse de Qaïd Bey dont je parlais tout à l'heure, mais les Mamelouks avaient aussi une importante forteresse ici, dans un des angles de l'enceinte. Ils utilisaient aussi une des tours là sur le port occidental. De même que cette forteresse dont j'ai parlé tout à l'heure et qu'on voit très bien sur la représentation de Piraeus Reis, ils sont simplement contentés de rajouter une nouvelle fortification là tout près de l'arsenal. Et cette fortification porte le nom de Mustapha Pacha. Or, Mustapha Pacha est un gouverneur qui a gouverné l'Égypte en 1523-1524. Donc, il est fort probable que cette fortification date de cette période-là. Alors, les Ottomans, pour faire d'Alexandrie une base navale, se sont évidemment appuyés sur les gens de la mer et notamment sur des raïs, des capitaines, et ce terme s'applique aussi bien aux capitaines des galères, donc de la flotte militaire, qu'aux bateaux à vocation commerciale. Et dans les archives dont je parlais tout à l'heure, donc les registres des cadis, ces raïs apparaissent à de multiples reprises et nous avons pu reconstituer les généalogies de quelques familles. Et là, vous avez deux familles, raïs, pardon.
Vous avez d'une part le Raïs Hamid et d'autre part sa descendance et une autre famille dont l'ancêtre fondateur, c'est un certain Raïs Bilal. Alors, vous avez là 2 généalogies, mais évidemment, on aurait pu en constituer beaucoup d'autres pour le XVIe siècle. Et ces familles de Raïs jouent un rôle déterminant, d'abord parce qu'ils contribuent à la flotte ottomane à Alexandrie. Ils interviennent probablement lors des différentes campagnes militaires ottomanes dans la Méditerranée au XVIe. Et il contribue aussi à l'urbanisation de la presqu'île. Alors ici, vous avez donc 5 générations. Prenons la famille du Raïs Hamid. Et ce qui est remarquable, c'est que ces Raïs sont liés par se sont mariés entre eux. Vous avez ici les enfants de Raïs Hamid, ici vous avez les petits-fils Ishaq, Hassan et Suleiman. 2 d'entre eux ont épousé des filles de descendants de Raïs Bilal. Alors, juste pour finir, j'ai repris cette généalogie et celle-ci se traduit aussi dans le foncier à Alexandrie sur la presqu'île. Les documents, et en particulier, je me suis appuyé sur un document établi par celui-là, donc un arrière-petit-fils de Raïs Hamid qui en 1579 avait établi une fondation de Waqf. Et dans ce document sont décrits les biens que ce Ibrahim possédait à ce moment-là et qui viennent de ses ancêtres. Alors, ce qui est remarquable, vous avez ici, on retrouve parmi les bâtiments qui ont été construits, nous avons un premier bâtiment construit par Hamid et ensuite par son fils Youssef. Et à côté, on retrouve l'arrière-petit-fils de Hamid, et nous avons ici les différents bâtiments tels qu'on a pu les reconstituer à partir des limites qui ont été établies dans les documents de Waqf. Donc, pour conclure, et pour ne pas empiéter sur le temps imparti à mes collègues, la ville d'Alexandrie, au XVIe, le transfert sur la péninsule a débuté au XVIe siècle et les Raïs ont été un facteur majeur dans ce développement. Je vous remercie. Bon, je vais prendre sans transition la parole parce qu'on a déjà perdu un petit peu de temps pour continuer le fil de l'histoire et descendre le cours des temps et vous parler de ce que nos collègues anglo-saxons appellent le Late Ottoman à Alexandrie. Je rappelle que la période ottomane s'achève au lendemain de la Première Guerre mondiale avec la disparition de l'Empire. Et il est particulièrement légitime, je pense, d'appliquer cette expression à l'ensemble du XIXe siècle égyptien, en dépit d'une tradition historiographique qui a tendance à isoler le XIXe siècle comme étant le temps, au fond, d'une refondation autonome. C'est la fondation d'une dynastie de gouverneurs autonomes, mais on reste dans un cadre qui, à plus d'un titre, est complètement ottoman. Oui, et le petit truc, merci. Voilà. Alors la grande difficulté, Michel l'a un tout petit peu évoqué, mais la grande difficulté pour ceux qui s'intéressent à cette période, c'est que Alexandrie est frappée d'une forme d'invisibilité, de triple invisibilité.
D'abord parce qu'on n'a pas pour Alexandrie autant de sources écrites que pour le Caire. L'Égypte est un pays qui a une longue tradition de centralisme et les auteurs qui ont laissé des chroniques, etc., enfin toutes sortes de documents, des recueils de biographies, etc., sont presque tous kérotes. Il n'y a que Nouairi qui soit vraiment alexandrin, mais c'est pour l'époque médiévale. Et pour l'époque ottomane, on n'a pas véritablement de témoignage local, en quelque sorte, de l'histoire de la ville. Donc on a peu de sources historiques, et ce qu'on a sous les yeux, c'est cette Alexandrie-là, c'est ce panorama de buildings parfois très très hauts, alors que ce que l'on voudrait avoir, c'est cette presqu'île qui occupait, où était concentrée la ville à l'époque ottomane, et qu'on voit ici dans deux représentations, de 1832 et de 1868. Je vous ai mis 1868 parce que même cette ville-là, celle que va créer Mohamed Ali, elle a très largement disparu. On a d'autre part le problème d'une iconographie qui est marquée par une sorte d'aveuglement un peu colonial, qui anonymise les monuments alexandrins. Par exemple, cette très belle gravure de Dosa, d'après une gravure de la description, qui nous montre ces entrées sous porche caractéristiques de l'architecture alexandrine, que ce soit pour les maisons ou que ce soit pour les mosquées, et qui sont toujours simplement rue allant au port ici, native quarter ici, Arab quarter ici, donc des choses qui mettent en grisé en quelque sorte toute cette ville historique que nous voudrions nous découvrir. Alors quand on passe à la période vraiment kédiviale, 19e et début du 20e siècle, on a un autre handicap, c'est que les grands récits sur l'histoire d'Alexandrie sont totalement dominés par l'histoire de l'Alexandrie cosmopolite, celle que forment les communautés étrangères, largement européennes, qui s'établissent dans la ville à partir de 1860 et dont Elena Kitty parlera beaucoup mieux que moi. Mais ce récit donne l'impression qu'il ne s'est rien passé à Alexandrie entre Alexandre le Grand et Mohamed Ali. Alors c'est évidemment pas tout à fait exact. Puis le deuxième handicap très lourd, c'est l'action de la municipalité d'Alexandrie, créée en 1892 et qu'a si bien étudié Robert Hilbert, et qui va avoir une politique systématique d'éradication des noms anciens de la toponymie alexandrine, parce que c'était des noms rapportés à des personnes. On avait des Haret, je sais pas moi, Khamis par exemple, ou des choses de ce genre. C'était des noms de personnes. Ils ont débaptisé toutes ces petites rues, toutes ces petites ruelles, pour leur donner simplement des numéros en attendant de leur donner des noms se référant à cette grande histoire mythique d'Alexandrie. Et du coup, l'historien n'a pas l'outillage qu'il a, par exemple, pour le Caire. Alors le grand intérêt du travail fait dans le cadre de cette collaboration entre l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman à Aix-en-Provence et le Centre d'études alexandrines à Alexandrie, c'est d'avoir constitué une enquête donc collective couvrant l'ensemble de la période du XVIe au XXe siècle et en gommant en quelque sorte les ruptures que l'historiographie nous a imposées, de constituer des outils, une grosse banque de données qui regroupe à peu près 12 000 actes notariés dans les archives de la Mahkama, du tribunal d'Alexandrie, et puis un système d'information géographique que j'ai plus particulièrement développé et qui permet de lier entre eux des documents de nature très différente. Donc un peu en vrac, je vous ai mis ici des plans qui nous restituent la situation du Fundouk des Vénitiens, par exemple, ou un fragment de fortification détruit au début du 19e, un document qui vient des archives de l'expédition d'Égypte, un dénombrement de 1823, des actes de la Mahkama, de la cartographie ancienne, mais on peut mettre aussi des photos de terrain ou de l'iconographie de cartes postales pour faire des analyses thématiques comme celle-ci qui nous montrent la juxtaposition dans le sud de la presqu'île entre Haret el Yahoud qui est ici, Haret el Maghariba qui est là et le centre commercial de la ville, Souk al-Ghazira qui est là, la juxtaposition entre quartier de résidence et quartier commercial. Alors, par ailleurs, cette collection nous a livré une collection cette enquête, je veux dire, nous a livré une collection de quelques 800 actes de Waqf. On va dépasser les 800 parce que je suis en train d'intégrer des Waqf de la seconde moitié du 19e et du début du 20e, dont on peut faire une analyse statistique rapide que je vous livre ici. Avec une première réévaluation en quelque sorte de la
chronologie de l'évolution de la ville. J'ai fait une analyse décennale de la distribution de ces actes de fondation. Et puis j'ai regroupé en fonction des résultats de cette distribution décennale en 5 grandes périodes, celle de la mise en place de la cité ottomane dont a parlé Michel Tucherer, le XVIIe siècle qui est marqué par la domination des officiers des corps de l'armée ottomane, les Ojak, les régiments de l'armée ottomane, puis les 2 phénomènes très marquants, cette énorme poussée des actes quantitatifs, des actes de fondation dans la première moitié du XVIIIe siècle, période de très grande prospérité pour l'ensemble de l'Empire ottoman, mais évidemment aussi pour le Caire, comme l'ont montré les travaux d'André Raymond et de Nelly Hanna, et également pour Alexandrie. Suivi en revanche d'une récession extrêmement brutale dans les années 1770-1800, qui explique peut-être l'impression extrêmement négative qu'ont eue les gens de l'expédition lorsqu'ils ont débarqué à Alexandrie en 1798. Cette période, c'est aussi la seule période où on voit vraiment les autorités du Caire agir à Alexandrie dans les périodes précédentes, et que ce soit par les actes de fondation ou que ce soit par les autres actes notariés, on a l'impression qu'Alexandrie jouit d'une très très grande autonomie. C'est une ville de la Méditerranée, assez directement rattachée à Istanbul, et finalement moins tournée vers le Caire qu'elle n'est tournée vers la mer. Donc ça, ce sera probablement un point à creuser, mais si le Caire est incontestablement la très grande capitale provinciale, et la capitale provinciale de la plus grande, la plus riche des provinces de l'Empire ottoman, Alexandrie est en revanche une ville à certains égards plus impériale. Elle est un point de relais important dans la politique ottomane en Méditerranée et garde à ce titre une autonomie beaucoup plus grande que celle du Caire. Alors pour montrer ce qu'on peut faire avec cette collection, deux petites analyses extrêmement rapides sur les fondateurs. J'ai pris 2 périodes. La première, la période de fondation, et puis le règne de Mehmet Ali, qui m'est particulièrement cher, pour analyser d'où viennent les fondateurs. Et là, on voit tout de suite ce qui a déjà été dit par d'autres conférenciers, le poids du Maghreb. Plus de la moitié des fondations sont faites par des gens qui sont donnés comme maghrébins par leur généalogie, que ce soit au moment de la fondation ou que ce soit encore au XIXe siècle. Et puis, ce qui est très frappant aussi dans ce domaine, c'est le règne de Mohammed Ali est un règne de restauration ottomane. Le poids des provinces centrales de l'Empire ottoman est beaucoup plus grand au XIXe siècle qu'il n'était au XVIe ou au XVIIe. J'ai également fait une petite distribution selon le statut pour séparer... Oh, tiens, il y a une petite faute là. Pour séparer les militaires et les civils. Et sans surprise, le temps de la mise en place de la ville ottomane fait une part très très large aux gens qui ont des fonctions militaires, alors que le règne de Mohammed Ali, ou peut-être plus généralement, comme l'ont déjà montré les travaux de Arafat Lutfi Saïd par exemple, le XVIIIe siècle, est un temps de montée en puissance des élites civiles. J'ai fait la même analyse aussi pour la répartition entre hommes et femmes. Je ne l'ai pas montré pour ne pas vous accabler de graphiques, mais je peux quand même vous dire que, comme il a été constaté aussi ailleurs, le XVIIIe siècle est un siècle de montée en puissance des femmes. Elles apparaissent de plus en plus, et comme fondatrices et comme gérantes d'actes de fondation. Et puis on peut faire donc des analyses plus détaillées, plus monographiques des actes que nous avons collectés. Alors je vous ai choisi un très bel acte. On n'a pris que des grands personnages aujourd'hui, Saladin, Raïs. Lui, c'est Taher Bey, un proche de Mohammed Ali, gouverneur de la police urbaine à Alexandrie. C'est le personnage numéro 2 de la ville en 1840, derrière Maharam Bey, qui est le gendre de Mohammed Ali. Il fait une très très grosse fondation en 1845 pour construire sa mosquée funéraire dans le nord de la presqu'île, dans le quartier qui est à l'époque le quartier des grands dignitaires de l'État, juste à côté du palais de Rassetine. J'ai souligné en rouge les éléments marquants des étapes procédurales de fondation d'un waqf. On se présente devant le tribunal, on sollicite le témoignage des présents sur ce que l'on va dire, on déclare qu'on institue un waqf, et puis on a la description des biens qui entrent dans le waqf, Jamia et Talat Aswaq. Alors ici, en effet, ce sont 3 souks situés en plein cœur de la part la plus marchande de Alexandrie, qui sont constitués en fondation, avec par ailleurs une énorme propriété rurale de 250 feddan. Ces 3 souks réunissent 61 boutiques, plus quelques entrepôts, qui vont être loués pour fournir les fonds nécessaires à la construction de la mosquée funéraire du personnage.
Alors, le problème que l'historien a tout de suite, c'est que les actes de Waqf peuvent donner des très très grands détails sur les salaires ou les frais que le Waqf doit prendre en charge, mais ils ne donnent jamais de valeur estimée du bâtiment ou de ses conditions d'acquisition. On sait quand est-ce qu'ils ont été acquis, mais on n'a pas forcément la valeur. Il faut faire donc le détour par d'autres documents, et c'est l'avantage du travail qu'on a fait ensemble entre le CEALEX et l'IREMAM, pour arriver à avoir au fond des informations sur ce qu'est le marché foncier, pour ce qui me concerne, dans la première moitié du 19e. Et donc, je vous donne ici, sur une même diapo, 2 actes très différents. Ici, Ibrahim Belliwa, c'est un acte de formation de société entre 4 personnages, également très très proches de Mohamed Ali. Ibrahim Bey est un de ses affranchis et un de ses officiers. Il reçoit en dotation 7 parcelles importantes, mais nues. On est tout près de l'esplanade, ce n'est pas urbanisé encore à l'époque. Et il s'associe avec des petits camarades pour faire un acte de vente par quart des 3 autres parcelles, de façon à ce que les fonds constitués par les acquisitions servent ensuite à une construction commune de 4 îlots dont ils se partageront la rente. Alors là, pour le coup, on a des prix, on a des valeurs. On peut savoir en gros le coût du mètre carré à Alexandrie en 1840. Et pour ce qui est de la valeur locative, on a par exemple ici un document d'une toute autre nature. C'est un procès qui oppose un Sarde et un Napolitain sur un contrat de location d'une boutique appartenant à un personnage d'origine maghrébine que l'on connaît bien, Soulaïm Belkharbi, une vieille famille alexandrine. Et c'est parce que le propriétaire est musulman, bien sûr, que l'affaire est portée devant le cadi. Et là, pour le coup, on a le montant des pas de porte et des loyers pour les boutiques, et on peut commencer à reconstituer l'évolution du marché foncier à Alexandrie. Les années 1840 sont une période... alors ça, c'est un petit peu autre chose. C'est le rêve de réussir à cartographier les 800 actes de fondation qu'on a collectés. J'en ai pour le moment à peu près 110 ou 120 sur la carte, mais je ne désespère pas d'aller plus loin. Et voilà, pour finir, une carte d'Alexandrie en 1848. Ce dont je vous ai parlé, c'est exactement là. C'est le début en fait de l'urbanisation de ce qu'on appelle dans le recensement de 1848 les Diyar al-Goudad, les nouveaux quartiers de la ville intramuros, qui va être repeuplée, replanifiée, et qui va fournir bien sûr l'Alexandrie dont Elena va nous parler tout de suite, qui est la grande Alexandrie des années 1880-1950. Cette carte, elle est utile, j'ai encore 2 minutes, Michel, je contrôle. Cette carte, elle est utile aussi parce que l'ultime difficulté pour l'historien, c'est que Alexandrie a une histoire démographique tout à fait atypique, un peu extravagante. C'est une ville d'abord dont l'histoire au XIXe siècle est inscrite entre 2 guerres. Il faut peut-être le rappeler, hein, l'occupation française ne s'est pas faite sans dégâts. Il y a eu 600 immeubles détruits, 50 jardins dévastés, enfin, un très très grand nombre donc de destruction imposée à la ville. Et puis 1882, cette fois c'est les Anglais qui bombardent la ville et c'est le prélude à leur occupation du pays. Et là encore, c'est tout le centre-ville et notamment toute cette ville qui m'intéresse moi, celle qui a été créée entre 1840 et 1880, qui est détruite. Et d'autre part, la population d'Alexandrie, alors je crois que j'ai mis un slide là-dessus, donc on va aller tout de suite, voilà. La population d'Alexandrie, entre 1800 et 1850, s'est multipliée pratiquement par 10. Hein, je vous ai donné les chiffres. Et ce fabuleux accroissement de la population repose d'abord sur une émigration interne qui va fournir toutes ces petites zones grisées que j'ai mises sur ma carte, qui accueillent à peu près 37% de la population d'Alexandrie en 1848, et qui sont des zones de bidonville, on dirait aujourd'hui, des AHH, de quartiers informels, un problème qui va occuper les autorités urbaines jusqu'à l'extrême fin du 19e siècle, voire le début du 20e. Je renvoie encore une fois à la thèse de Robert Hilbert, qui parle très très longuement de ce qui apparaît désormais, à la fin du 19e siècle, comme une question sociale, en quelque sorte, de gestion de la pauvreté. Mais cette évolution démographique particulière
particulière fait aussi que la ville s'est en quelque sorte mangée elle-même, bâtie sur elle-même et a laissé peu de traces monumentales aux historiens. Voilà, j'ai fini mon temps à la seconde près. Merci. Oui, juste 2 mots pour présenter Elena Kitty, qui est docteur en histoire contemporaine du Proche-Orient. Elle a fait une thèse sous la direction de Guylaine Allôme en 2013, sous le titre « Écrire à Alexandrie, 1879-1940, capitale sociale, appartenance, mémoire ». Et actuellement, elle est chercheure associée à l'IREMAM et au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Et elle donne également des cours dans des universités à Lyon et en Italie à Venise. Et je lui cède tout de suite la parole. Merci beaucoup. Donc pour moi, dans ma thèse, il s'agissait de tenter d'aborder les sources littéraires en tant qu'historienne comme simple objet d'histoire. Ce qui veut dire de passer du monument au document, d'une approche faite par des textes isolés, canonisés, à une bonne approche quantitative de tous les textes disponibles, bons ou mauvais, connus ou méconnus, qu'il fallait intégrer, bien entendu, à d'autres sources non littéraires et qu'il fallait interroger en tant que témoignage culturel d'une société, je dirais. Bien sûr, en ce qui concerne Alexandrie, il faut reconnaître que parfois, les monuments sont très difficiles à contourner. Si vous pensez à Alexandrie dans l'imaginaire européen de nos jours, eh bien, on voit très souvent la ville comme une sorte de creuset de réminiscences littéraires, toujours les mêmes, Cavafy, Forster, Darrell. La relecture de celle-ci mène à l'image dominante d'Alexandrie, cette ville cosmopolite un peu monodimensionnelle, qui est décrite comme, moi je l'imagine dans cette image que vous voyez là, avec cette calèche et ces bâtisses. C'est une ville européanisée, paisible, tolérante, qui, c'est comme si rien ne se passait à Alexandrie de bien grave, jusqu'à, en gros, à la prise de pouvoir de Nasser. À tel point que, en 2004, Khalid Fahmy, historien égyptien, a critiqué de façon virulente cette vision littéraire du cosmopolitisme alexandrin qui, eh bien, à son avis, empêche de faire l'histoire sociale de la ville au 19e et 20e siècle. Bien entendu, je ne suis pas en train de nier la coexistence dans la ville de plusieurs communautés. Je suis juste en train de rappeler avec les historiens, avec Robert Hilbert, qu'il s'agissait beaucoup plus d'espaces de contiguïté que d'un melting pot idéalisé, où les Alexandrins d'origines diverses se côtoyaient plus qu'ils ne se mélangeaient, et avec des clashs. Donc, d'où nous vient-il ces clichés littéraires de cette Alexandrie paisible qu'on a jusqu'à nos jours? Dans ma thèse, j'ai essayé de l'historiciser et j'ai vu qu'il puise ces référents culturels dans des textes européens, notamment en français, qui sont produits à Alexandrie dès la fin du XIXe siècle. Je vous rassure, je vous passe les survols de tout ça, mais je vais tenter de vous plonger très brièvement dans la façon dont ces textes rendent compte d'un de ces clashs qui est considéré comme un événement majeur. On est en 1882, c'est, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Égypte, c'est une date très importante. L'Égypte est secouée par une révolution nationaliste anticoloniale sous Ahmed Orabi. Et le 11 juin de la même année, on a dans la ville, à Alexandrie, des affrontements entre la population égyptienne et des Européens qui font plusieurs dizaines de morts parmi ceux-ci. Donc si on prend les témoignages européens de l'époque, tout cela est décrit avec beaucoup de crainte. Alors que ce n'est pas du tout le cas pour les textes littéraires, juste à quelques années de distance. Vous voyez, alors, Matteo Marchi, c'est un coiffeur italien, installé à Alexandrie, qui écrit aussi des romans. Et dans un de ceux-ci, il parle de ces massacres du 11 juin 82 comme, bien sûr, des événements néfastes qui, pour lui,
témoigne du fanatisme même de la population arabe et musulmane, c'est sa position, mais en gros il dit « tout est bien qui finit bien ». Les Européens sont revenus à Alexandrie, ils l'ont rebâtie et la ville est même plus belle que jamais. Regardez ensuite Édouard de la Garenne. C'est un Français installé à Alexandrie, journaliste et poète. On est à la même époque, en gros. Lui, il va plus loin. On a ses poèmes très ironiques où il arrive, on dirait, à nier même la réalité de ces massacres qui ont pourtant eu lieu. Vous voyez là, on a ces hommes avec des lances qui passaient, c'était des arroseurs. Ces hommes infernaux, des noirs qui, d'un air fanatique, frappaient des dominos. En fait, si on lit ces poèmes, on a l'impression que les massacres de 82, eh bien, c'était des Égyptiens qui étaient paisiblement assis au café, et puis les Européens qui passent, et qui, par crainte excessive, ils commencent à appeler au danger de la révolte. Alors, cette image-là, de ces événements comme, en fait, d'un non-événement, en effet, se marie très bien à la vision du fellah, non pas juste chez Édouard de la Garenne, mais chez les Européens de l'époque, c'est-à-dire l'image d'un local, d'un Égyptien du cru, comme quelqu'un qui ne se révolte pas parce qu'il ne peut pas, par nature. Il est voué à la passivité. Et cette image coloniale est quelque chose qui mène à une vision du présent égyptien, de l'histoire égyptienne, dont Guylaine vous a un peu parlé, c'est-à-dire comme quelque chose qui ne produit rien, il n'y a rien qui se passe. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Forster et Darrell. Eux, ils parlent de millénaires de silence et de poussière, ou encore de sommeil. Dans l'équateur d'Alexandrie, on a souvent cela, qui aurait frappé la ville d'Alexandrie dès la conquête arabe du 7e siècle et jusqu'à Mohammed Ali, qui permet aux Européens de s'installer en ville, de ramener une sorte de réveil, de renaissance. Alors, une fois historicisée cette généalogie culturelle coloniale, je me suis attelée dans ma thèse à voir si, eh bien, en ce qui concerne les sources arabes littéraires contemporaines, prises encore une fois en tant qu'historienne, on avait quelque chose à ajouter ou à remettre en question. Vous le voyez bien, là, on est à des années-lumière du cliché qu'on commentait auparavant. Là, non seulement les massacres du 11 juin, mais la révolution nationaliste en général est décrite comme un déluge de guerre dont l'eau était du sang. Vous les voyez ici en arabe, Toufan Harb wal Mi'a Dima. Et ce poète et fonctionnaire de l'administration ottomane, Assa Tourad, béroutin installé à Alexandrie, partage cette vision avec beaucoup de producteurs de textes en arabe à l'époque. Un autre béroutin, Najib al-Haddad, alors lui, il va même plus loin, il est aussi journaliste et poète, il va faire une sorte d'appel au gouvernement égyptien pour dire il faut faire quelque chose pour calmer Alexandrie, parce que ces fameux massacres, al-Madbaha, pour lui, est quelque chose qui révèle la vraie nature de la ville, qui n'est pas une ville cosmopolite et accueillante, qui est une ville, je cite, c'est l'endroit le plus fanatiquement hostile envers ceux qui s'y installent. Donc, le décalage est là, et je tiens à souligner quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision qui serait cantonnée à une communauté syro-libanaise d'Alexandrie ou à la littérature. 1896, je vous donne juste un exemple. Mustafa Kamel, jeune leader égyptien du Parti nationaliste, il débarque à Alexandrie, il prononce son premier discours aux Alexandrins et on s'attendrait à un appel à la révolte. Ce n'est pas du tout le cas. Il commence en disant qu'il est heureux d'avoir en face de lui des fervents patriotes, qu'il connaît les Alexandrins pour leur nationalisme, mais qu'il faut qu'ils gardent leur calme. Il leur dit qu'il faut raisonner, essayer de démentir la réputation de faiseurs de troubles qu'ils ont acquise dans l'intérêt même de la cause nationaliste. Ne donnons pas aux Britanniques un autre prétexte pour durcir l'occupation. Donc, c'est
c'est vraiment une réputation de la ville comme ville protestataire, ville toujours en révolte, voire ville dangereuse, qu'on retrouve, mais jusqu'à nos jours, non seulement en Égypte, mais je dirais dans les champs culturels arabes en général. Je vais vers la conclusion, mais je ne me prive pas de vous donner des exemples assez significatifs et tout à fait contemporains. Alors, on est, vous voyez les premiers, à ma droite, 2009, Sobhi Fahmaoui, c'est un romancier palestino-jordanien qui publie une sorte d'utopie d'Alexandrie, Alexandria al-50, donc Alexandrie 2050. Et là, déjà, quand on ouvre les livres, moi, j'étais sidérée au début parce que je ne comprenais pas la dédicace. C'était une dédicace à une adresse de rue, au 18 Shari al-Qanawat, rue des Canaux, Bakos, Alexandrie. Bien sûr, tout Alexandrin, surtout un Alexandrin d'il y a quelques décennies, aurait tout de suite compris que la dédicace était faite à la maison natale de Gamal Abdel Nasser, qui est originaire d'Alexandrie et qui est ce que Mohamed Ali est pour les Européens, c'est-à-dire l'inspirateur de cette Alexandrie du futur, qui est prospère, qui est riche, qui fleurit, parce qu'elle s'inspire de l'héritage de Nasser et du panarabisme. Et la conception de l'histoire qu'on a dans ce roman-là est exactement à l'opposé de Forster et Darrell. Et vraiment les clichés opposés. On a un passage où on dit que, eh bien, cette histoire étrange, c'est comme ça que le romancier qualifie l'histoire européenne, s'est dissoute et Alexandrie est restée arabe, superbe, aveuglée par sa beauté. Donc, c'est déjà assez significatif. Mais je trouve même que cet autre roman par lequel je vais aller vers la conclusion l'est davantage. L'année dernière, Nail El-Touhi, c'est un jeune romancier égyptien qui nous livre dans Nisa el-Karantina, donc femme de quarantaine, encore une fois un récit qui se passe dans le futur et qui nous parle d'un couple, des Kérotes, qui commettent un meurtre. Et une fois qu'ils ont commis le meurtre, eh ben, ils vont émigrer à Alexandrie. Ils vont se réfugier dans la ville comme s'il s'agissait de l'endroit idéal pour se cacher, pour échapper à la police. En effet, Touhi dit qu'il faut imaginer la population à Alexandrie ka'isaba kabira jiddan, enfin une grande, très grande bande criminelle. Et chez lui, on trouve non seulement une reconstruction des actes des protestations politiques à Alexandrie jusqu'à la révolution de 2011, mais aussi les crimes célèbres de la ville. Et surtout, l'histoire de Raya et Sakina, hyper connue en Égypte. Voilà, ce sont les deux premières femmes tueuses en série du pays qui ont frappé à Alexandrie dans les années 1920 et qui deviennent une sorte de symbole noir de la ville. Donc, vous voyez, on va vers, c'est un imaginaire opposé, donc de la ville paisible à la ville dangereuse. Mais, et là je vais vraiment conclure, si la littérature, à mon avis, et grâce à ma directrice, à mon ancienne directrice des thèses, je sais qu'on peut la considérer comme une source tout à fait banale, normale pour l'historien, la nouvelle approche ne consiste pas à tomber amoureux d'un cliché plutôt que d'un autre, donc à remplacer les vieux clichés de la ville paisible par les nouveaux, mais à se dire, on a là deux clichés, on prend les deux et on les passe au crible de l'analyse historique pour avoir non pas deux histoires idéologiques parallèles de la ville d'Alexandrie qui chacune s'appuierait sur un cliché spécifique, mais une histoire culturelle, historienne, j'oserais dire, de la ville. Et sur ça, j'ai vraiment fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et merci beaucoup pour ce voyage à travers les imaginaires contemporains pour conclure notre panel. Donc, nous en venons maintenant au débat. Et comme nous avons très peu de temps, je propose que vous posiez les différentes questions, mais des questions extrêmement brèves, et que ensuite nous répondions. Donc, place aux questions. Oui. La première question, je voulais savoir quelle était l'organisation.
Bonjour. Je souhaiterais connaître l'organisation administrative existante aussi bien avant l'arrivée des Ottomans qu'après. Voilà. Oui. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, sur Alexandrie, je voulais dire, est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement à faire entre les deux clichés qui, en fait, il y a quelque chose qui ne me paraît pas complètement antagoniste entre les deux clichés, quoi, qui me paraît bien refléter une même population et qui a des revendications aussi parce que, justement, elle se nourrit d'idées autres que le colonialisme, justement, en se mélangeant à des populations qui avaient peut-être un regard aussi critique sur leur propre... voilà. Y a-t-il encore des questions? Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il existe des programmes de conservation et de restauration du vieux Alexandrie, des monuments d'Alexandrie actuellement? Merci. Bien, s'il n'y a plus de questions, on va commencer par la première, peut-être sur l'administration. Et je pense que nous pourrions y répondre tous les quatre pour les différentes périodes, mais évidemment très rapidement. Alors, je vais être très rapide parce que les données que l'on possède sont... très limité. J'ai évoqué tout à l'heure, donc, dans le cadre de l'organisation navale, par exemple, donc l'amirauté qui représente sous les Omeyyades la principale organisation justement d'une administration qui permet d'envoyer les flottes à peu près dans toutes les zones de la Méditerranée. Pour la période suivante, c'est-à-dire celle des Abbassides, on sait qu'il y a un représentant du calife de Bagdad, mais à partir de là, on ne sait, autant que je sache, on ne sait absolument rien. Je n'ai pas compris la question. Sur l'administration de la ville. Ah bon, il y avait, pour l'époque, à Ayyoubi, il y avait une certaine... Je ne peux pas vous dire grand-chose, parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais la ville avait une certaine autonomie toujours à l'époque médiévale, par rapport même, on dit, par rapport au Caire. Et... ouais, je ne peux pas répondre plus que ça là-dessus. Bien, pour la période ottomane, la ville a initialement été rattachée directement à Istanbul jusqu'au milieu du XVIe siècle à peu près. Elle était administrée par deux personnages principaux. Le premier, c'était celui qui portait le titre de Qabodan, c'est-à-dire le chef de l'escadre ottomane à Alexandrie. Mais il avait des fonctions, donc, d'une part militaires, il avait un certain nombre de galères à sa disposition, mais il avait aussi des fonctions de chef de police et de maintien de l'ordre à l'intérieur de la ville. L'autre personnage clé, c'était le cadi, qui agissait aussi en tant que contrôleur des activités de l'autorité du Qabodan. Et ensuite, à partir du XVIIe siècle, le rôle du Qabodan et donc la mainmise d'Istanbul directement sur Alexandrie va diminuer au profit des militaires d'Alexandrie, ceux installés dans les différentes forteresses dont je parlais. Et ce sont eux ensuite qui, au XVIIe, XVIIIe siècle, vont jouer le rôle essentiel dans la ville. Oui, d'accord. Alors, avec Mehmet Ali, on a très vite la mise en place de nouveaux services administratifs. La ville est un gouvernorat. Le gouvernorat d'Alexandrie est confié à Muharrem Bey, qui est à la fois un proche de Mohamed Ali, un parent de sa femme et son gendre, le mari de sa fille. Il gouverne Alexandrie pendant aussi longtemps que Mohamed Ali l'Égypte, ou à peu près. Ils meurent la même année, l'un et l'autre.
Avec le gouvernorat, il y a aussi des institutions de police, donc la Zaptea. Taher Bey, dont je vous ai montré l'acte de fondation, était le gouverneur de la Zaptea. Et puis, il y a des services spécialisés d'urbanisme, d'hygiène publique qui se mettent en place. Mais à Alexandrie, comme sur l'ensemble du territoire égyptien, on est entré dans la rationalité politique contemporaine. Donc pour répondre à Madame, si j'ai bien compris la question, il s'agissait de savoir si ces clichés, et donc ces derniers imaginaires d'Alexandrie comme vilain révolte, trouvaient, disons, ses racines dans la confrontation avec les Européens. C'est bien ça? Donc, alors, je pense en fait que sur les plans historiques, on oublie trop souvent de lier les deux imaginaires et les deux histoires. Alexandrie a été, on l'oublie trop souvent dans les approches européennes, une plaque tournante, un pôle majeur du nationalisme égyptien. Et ça l'a été parce que, en tant que ville plurielle, il y avait dans Alexandrie une forte présence de populations européennes, étrangères, et sur les plans coloniaux, à la fois et sur les plans nationalistes, la ville avait beaucoup d'intérêt. Donc, c'est bien sûr c'est une sorte de jeu de miroir où les clichés et les idéologies sont dichotomiques, mais parce que, ils essayent l'un l'autre de se donner une position d'exclusivité qu'on n'a pas sur les plans historiques. Oui, s'il n'y a plus de questions. Oui, il y a une question? Oui. Ah oui. Oui, alors, pour les programmes de restauration, je pense que c'était pour les monuments de la période islamique ou de manière générale? Alors, oui, il y a des restaurations qui sont faites, mais qui, actuellement, durant les dernières années, ont connu des ralentissements considérables en raison de ce qui se passe en Égypte. Donc, la plupart des chantiers de restauration ont été interrompus. Alors, de manière plus... oui, tu as peut-être des choses à rajouter? Oui. D'abord, il reste très peu de choses de l'époque médiévale ou ottomane à Alexandrie. Il y a deux grands ensembles monumentaux essentiellement qui focalisent les politiques publiques. Alors, il y a eu des projets d'inventaire menés à la fois par la Bibliotheca Alexandrina. Enfin, il y a des centres de recherche. Le centre de recherche de Mimir Awad à l'Alexandrina est un peu dédié à ça. Ils font du gros travail de documentation. Ceci dit, la poussée spéculative sur la ville est d'une telle ampleur que, selon moi, il y a quand même beaucoup plus de destruction, et notamment de tout ce patrimoine 19e et début 20e siècle, parfois de très très grande qualité. Il y a de la très belle architecture contemporaine à Alexandrie. Tout ça saute, mais moi je vais à Alexandrie 2 fois par an. D'un voyage à l'autre, il y a des choses qui ont disparu. Voilà. Bien, sur ce, nous terminons donc ce panel et nous vous remercions.